Quand on pense aux titans, ces divinités primordiales gigantesques, on pense au dieu Cronos, qui a su affronter son père Ouranos, le ciel étoilé. On pense aussi à Prométhée, qui a donné aux humains la maîtrise du feu. On pense encore aux frères et sœurs de Cronos, qui représentaient des parties du monde, comme Okéanos l'océan et Hyperion le soleil. Pourtant, on oublie souvent le titan sans qui le ciel nous tomberait littéralement sur la tête, Atlas, un titan qui aura décidément fait les mauvais choix. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Atlas, ou le titan porteur du ciel. Le mythe d'Atlas débute par sa naissance au sein d'une fratrie légendaire. Son père Japet, Iapétos en grec, est lui-même un titan, un frère de Cronos, et est donc fils du ciel Ouranos et de la terre Gaïa. Il s'unit à l'océanide Clymène, ou à Assia, selon les versions, et cette déesse donne naissance à plusieurs fils, Prométhée, Épiméthée, Ménétios et Atlas. Certains auteurs ajoutent aussi Hespéros, le dieu du soir. En tout cas, Atlas est donné comme l'aîné de la fratrie chez Hésiode. Et chacun de ces dieux se démarque par son caractère et son destin. Prométhée est l'astucieux, il vole le feu aux dieux et en sera châtié. Épiméthée est le maladroit, il crée les animaux, leur partage les qualités, oublie les hommes et accepte en mariage Pandore. Ménétios est l'arrogant, il est précipité dans l'Érèbe ou dans le Tartare par Zeus. Et enfin Atlas, le violent, lui, il se distingue par sa force et sa stature prodigieuse. À la différence de son frère Prométhée, réputé pour sa prudence et son sens de la négociation, et même ses oracles, Atlas semble plus enclin à la confrontation directe. Son nom est régulièrement associé à l'idée même de supporter ou d'endurer, préfigurant même son futur fardeau. Comme le plaint Prométhée dans la pièce Prométhée enchaîné du tragédien Échille. Il nous dit « Je souffre déjà assez du sort de mon frère Atlas qui, debout au couchant, soutient de ses épaules la colonne qui sépare le ciel de la terre, fardeau malaisé pour les bras qui l'étreignent. » Et c'est la même chose pour le chœur de la pièce qui énumère les douleurs du titan. Je n'ai vu encore qu'un autre titan dompté par l'ignominie de ses liens d'acier, le divin Atlas, qui, le dos ployé sous une force supérieure, inflexible et sous les poids des cieux, sourdement gémit. Et le fardeau dont parle Prométhée est celui aussi décidé par Zeus, tout comme Prométhée lui-même. Et nous devons remonter le temps mythologique jusqu'au combat de Zeus contre Cronos, et même plus largement les dieux olympiens contre les titans, donc la titanomachie. La plupart des titans s'allient à Cronos pour conserver le pouvoir, et ils se retranchent sur le mont Othrys, tandis que les dieux plus classiques campent sur l'Olympe, et sont du côté de Zeus. Ils sont eux-mêmes épaulés par les Cyclopes et les Hécatonchires, qui cherchent à renverser l'ordre établi. Atlas, soutenant Cronos, se dresse avec ses frères contre les nouvelles forces divines, et seuls Prométhée et Épiméthée changent de camp, puisque le premier avait appris que le camp qui l'emporterait serait celui qui utilise la ruse plus que la force, donc Zeus plutôt que Cronos. Et la bataille s'achève sur la défaite des titans. Zeus, devenu maître de l'Olympe, du monde et des dieux, décide de la punition à leur infliger. Certains sont jetés au Tartare, les plus puissants, et Atlas, lui, est condamné à porter la voûte céleste sur ses épaules pour séparer le ciel de la terre. Et placé aux confins du monde, Atlas est parfois décrit comme un pilier vivant. Homère le mentionne déjà comme celui qui soutient les colonnes séparant ciel et terre, comme on vient de le voir. Ce gardien se tient aux marges de l'univers, là où le soleil plonge chaque soir dans l'océan. Des historiens comme Hérodote situent Atlas en Afrique du Nord, d'où viendrait le nom de la chaîne de montagnes, l'Atlas, mais aussi le nom des habitants, les Atlantes. Et ce nom devrait résonner en votre esprit comme celui des habitants de l'Atlantide, cette île présentée par Platon. Pourtant, ce deuxième Atlas n'est pas un titan, mais simplement un des fils de Poséidon. C'est d'ailleurs l'aîné d'une fratrie de 5 paires de jumeaux, comme Atlas qui avait 3 voire 4 frères, et qui règne, comme ses frères, sur l'île imaginaire, mais avec un peu plus de pouvoir. Et revenons à l'Atlas qui porte le ciel, le cœur de notre épisode. Il apparaît dans l'histoire de 2 grands héros de la mythologie, Persée et Héraclès.
Vous verrez que la chronologie ne joue pas en la faveur de Persée, qui est censé être antérieur à Héraclès. Il risque d'y avoir une petite incohérence. Après avoir tranché la tête de Méduse, Persée entreprend un long périple et cherche à se reposer. Je laisse tout de suite la parole à Ovide, qui fait le récit de cette rencontre dans le chant 4 de ses Métamorphoses. Enfin, au déclin du jour, craignant de se confier à la nuit, Persée s'arrête sur les cimes de l'Hespérie, dans le royaume d'Atlas. Il demande à y prendre un peu de repos, jusqu'à ce que Lucifer appelle les feux de l'aurore, et l'aurore le char du jour. Là vivait Atlas, fils de Japet, qui surpassait tous les hommes par sa taille gigantesque. Il tenait sous ses lois les extrémités de la terre, ainsi que la mer qui ouvre ses flots au coursier haletant du soleil et reçoit son char fatigué. 1000 troupeaux de brebis et autant de troupeaux de bœufs erraient dans ses pâturages. Il n'avait près de ses terres aucun voisin pour en limiter l'espace. Sur ces arbres, des feuilles qui resplendissaient de l'éclat de l'or couvraient des rameaux d'or et des fruits d'or. « Étranger, lui dit Persée, si tu es sensible à la gloire d'une illustre naissance, je suis né de Jupiter. Si tu admires les grandes actions, tu admireras les miennes. Je te demande l'hospitalité et le repos. » Le roi se souvenait de ce vieil oracle que Thémis avait rendu sur le Parnasse. Un temps viendra, Atlas, où tes arbres seront dépouillés de leur or et où un fils de Jupiter recueillera l'honneur d'en avoir fait sa proie. Dans cette crainte, Atlas avait enfermé ses vergers entre de solides murailles. Il en avait confié la garde à un énorme dragon et il repoussait de ses frontières tous les étrangers. Il répondit ainsi à Persée. « Va-t'en d'ici. Autrement, la gloire des grandes actions que tu t'attribues mensongèrement et Jupiter lui-même ne te servirait de rien. » Aux menaces, il ajoute la violence. De ses propres mains, il essaie de chasser le héros qui hésitait et mêlait dans ses paroles la douceur à la fermeté. Persée n'était pas assez fort pour résister. Qui pourrait en effet égaler la force d'Atlas ? « Eh bien, dit-il, puisque tu tiens si peu à mon amitié, reçois ta récompense. » Et, se détournant, il lui présente du côté gauche la face hideuse de Méduse. Dans toute sa hauteur, Atlas est changé en montagne. Sa barbe et ses cheveux deviennent des forêts, ses épaules et ses bras des coteaux. Ce qui fut sa tête se dresse au sommet de la montagne. Ses os se transforment en pierre. Puis, son corps agrandi dans tous les sens, prend un immense développement, telle est, ô Dieu, votre volonté, et le ciel, avec tous ses astres, repose tout entier sur lui. Ce récit étiologique explique la formation du massif, où Atlas, déjà condamné à soutenir le ciel, demeure désormais figé dans la pierre. Une punition supplémentaire, fruit du regard mortel de Méduse, s'ajoutant à l'arrêt imposé par Zeus. Autre scène fameuse, mais qui implique que Persée n'ait jamais croisé Atlas, le 11e travail d'Héraclès, qui doit rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides à son cousin Eurysthée. Et plutôt que d'affronter lui-même les gardiennes et leur dragon, le dragon Ladon, Héraclès propose un marché à Atlas. Il soulèvera la voûte céleste le temps que le titan cueille les pommes. Voici ce que dit Apollodore dans sa bibliothèque. Héraclès arriva auprès d'Atlas, au pays des Hyperboréens, et comme Prométhée lui avait dit de ne pas aller lui-même chercher les pommes, mais de prendre la place d'Atlas pour soutenir la voûte céleste, et de l'y envoyer lui, il obéit et prit sa place. Atlas alla cueillir 3 pommes chez les Hespérides et revint trouver Héraclès. Mais comme il ne voulait plus tenir la voûte céleste, il dit qu'il allait porter lui-même les pommes à Eurysthée et il invita Héraclès à tenir le ciel à sa place. Héraclès, après avoir accepté, imposa à son tour par une ruse la charge du ciel à Atlas. En effet, Prométhée dans ses conseils lui avait dit de demander à Atlas de reprendre le ciel le temps qu'il fasse un coussinet pour sa tête. À ces mots d'Héraclès, Atlas posa les pommes à terre et reprit la voûte céleste. Et c'est ainsi qu'Héraclès ramassa les pommes et s'en alla. Et dans cet extrait, Héraclès, pourtant héros plus connu pour son côté bourru que son esprit fin, se joue d'Atlas. Il n'aurait certainement pas réussi cette prouesse avec Prométhée. Parlons désormais de la descendance d'Atlas, car même enchaîné, ce titan demeure un ancêtre majeur des personnages mythologiques. Et tout d'abord les Hespérides qu'on vient d'évoquer. Ce sont des nymphes qui veillent sur le fameux verger de pommiers donnant des fruits d'or recherchés par Héraclès. Elles seront parfois données comme les filles d'Hespéris, l'une des heures représentant le soir, qu'Atlas aurait aimé, ou encore d'Hespéros, le frère d'Atlas, ou encore de nombreuses autres unions. Ensuite viennent les Pléiades. Il s'agit de 7 sœurs qui deviennent par la suite une constellation. Atlas les aurait eues de son union avec Pléionée, une autre fille d'Océan et de Thétis.
L'une d'elles, Maia, devient même la mère d'Hermès en s'unissant à Zeus. Mérope épouse le mortel Sisyphe, celui qui va pousser la pierre dans les enfers. Alcyone ou Alcyone donne des fils à Poséidon, comme Séléno. Ensuite, on a Électre, qui est la mère de plusieurs héros qu'elle a eu de Zeus, tout comme sa sœur Thégète. Et enfin, Astérope, qui donne des enfants à Arès. Donc chacune d'entre elles vient peupler les différentes générations. Enfin, on a la nymphe Calypso, celle qui retient Ulysse dans l'Odyssée, et qui est donc décrite comme l'une des filles d'Atlas, parmi d'autres généalogies. Et Homère en parle en ces termes. Sur le nombril des mers, en cette terre aux arbres, habite une déesse, une fille d'Atlas, cet esprit malfaisant qui connaît de la mer entière les abîmes et qui veille à lui seul sur les hautes colonnes qui gardent, écartées de la terre, le ciel. Dans la poésie, on retrouve la mention du Titan qui se perpétue à travers ses descendances célestes, renforçant le rôle de soutien cosmique. Non seulement il porte le ciel, mais encore sa lignée peuple le firmament. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire d'Atlas, le Titan qui porte le ciel sur ses épaules. Loin de n'être qu'une punition, cette posture impose une présence incontournable dans la mythologie grecque. Il est donc le gardien des confins, il est l'ancêtre de nombreux héros, il est le père de constellations même, et il est le relief majestueux d'une montagne légendaire, tout en ayant un écho dans l'Atlantide. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. À bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.